prochaine. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir. Depuis une semaine, Emmanuel Macron est donc le 8e président de la 5e République. Alors vous faites partie de ceux qui ont voté pour le second tour, pour lui, sans être un barragiste forcené, dites-vous. Et vous avez déclaré qu'au soir de son élection, vous étiez partagé entre soulagement et abattement. 2 semaines plus tard, quel est le sentiment qui domine ? Le soulagement est toujours là, parce que je pense que l'élection, certes très improbable, de Marine Le Pen aurait été une catastrophe. Elle l'a démontré dans le débat, si vous voulez. Mélange de hargne et d'incompétence, sarcasme continuel. Ce n'était pas, comme on l'a dit, le fascisme à nos portes. Elle n'a pas révélé son vrai visage pétainiste. Je fais partie de ceux qui pensent que le Front National a tourné la page de Vichy. Et nous parlerons peut-être des méfaits d'un certain antifascisme. Mais son idole, ce n'est pas Pétain. L'une de ses références, en tout cas, c'est Trump. Elle a voulu, à la Trump, casser les codes. Il a gagné en cassant les codes, on a vu comment. Et elle s'est dit, je vais faire la même chose. Donc elle a donné une forme trumpiste à un contenu qu'elle voulait mélenchonien. Elle a dénoncé, ce n'était pas son vocabulaire, l'oligarchie, la France soumise que représentait Macron. C'était un spectacle grotesque et insupportable qui a fait honte même à certains de ses électeurs. Donc elle s'est disqualifiée. Je n'ai pas été particulièrement étonné parce que je n'attendais pas forcément mieux, mais en tout cas, j'ai été conforté dans le choix qui a été le mien, même en traînant les pieds, de voter Emmanuel Macron parce que je pensais qu'il fallait la sanctionner. Sur Marine Le Pen, elle disait elle-même hier soir aux 20h de TF1 que ce débat avait été raté. Vous disiez qu'elle nous aurait plongé dans le chaos et dans la guerre civile. Oui, et là d'ailleurs, je dois dire, pas seulement par sa faute. Le chaos par sa faute avec ses projets économiques absolument délirants. La guerre civile, je lisais cette semaine un article dans l'Obs, particulièrement favorable à Marine Le Pen, où on disait que les policiers se préparaient, si tenté qu'elle soit élue, à un véritable climat d'émeute. Les antifas proclamés seraient descendus dans la rue et seraient devenus extrêmement violents. Et s'en seraient pris d'ailleurs à la police, comme ils le font aujourd'hui, avec ce souhait d'une convergence des luttes qui s'est exprimée à Nuit debout, c'est-à-dire réveiller les banlieues pour qu'elles rejoignent la gauche extrême, la gauche radicalisée. Donc ça aurait été aussi un des effets de cette élection. Donc le soulagement, c'est qu'il n'y ait pas Marine Le Pen. Et l'abattement, dites-vous, car avec la double crise de la transmission et de l'intégration, le problème de la France est d'ordre civilisationnel et tout dans le comportement et dans les propositions d'Emmanuel Macron tend à me faire penser qu'il n'est pas l'homme de la situation. Qu'est-ce qui vous fait dire précisément qu'Emmanuel Macron n'est pas l'homme de la situation? Vous ne lui laissez pas même le bénéfice du doute? Si, je lui laisse le bénéfice du doute, bien sûr. Et le gouvernement qu'il a formé n'est pas exactement conforme aux propos, à certains propos, à certaines orientations de la campagne. Donc j'ai été plutôt agréablement surpris, même si je crois quand même qu'il y a chez Macron une vision économique du monde. Il pense que l'économie est le problème, l'économie est la situation et la solution. Et je crois qu'il se trompe. L'économie peut être seconde. Il a ceci de commun avec la gauche la plus radicale qui le combat, et qui le combat de manière haineuse, qu'il croit que l'économie est déterminante en dernière instance. Non, nous vivons un moment de crise civilisationnelle. Crise de la transmission. Pour vous, la crise majeure est civilisationnelle. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, en choisissant comme deuxième déplacement d'aller au Mali, rendre visite aux forces françaises qui luttent contre les djihadistes dans la région du Sahel, est-ce que vous ne croyez pas qu'il vous montre qu'il a compris cet enjeu-là? Non, il a compris, et il l'a toujours dit, qu'il fallait lutter contre le terrorisme. Simplement, la question
de l'islamisme ne peut pas être réduite au djihad. C'est ce que fait d'ailleurs cette réduction. Régis Debray l'opère dans son livre Civilisation, ce qui le conduit à dire nous n'avons aucun problème réel avec l'islam. Oui, nous allons vaincre Daesh. Oui, Raqqa et Mossoul vont être reconquises. La supériorité morale, militaire, de la coalition et de l'Occident ne fait aucun doute. Mais une fois Daesh vaincu, restera Molenbeek, resteront les territoires perdus de la République. Georges Bensoussan, vous citez ce oui, livre. Est-ce que vous estimez que le problème majeur aujourd'hui en France, c'est toujours l'identité française, la place des musulmans et de l'islam en France? Pas seulement, parce que quand je dis qu'il y a une crise de la transmission, je m'inquiète de la déculturation en France. Et vous remarquerez une chose, si vous voulez, on s'interroge toujours sur la question de savoir, oui ou non, les candidats accordent-ils assez de place à la culture? Voilà. Et en général, on est déçu. Et Télérama dit qu'il faudrait en faire plus. Mais on ne se pose jamais la question de la culture à l'école. Jamais on ne demande à un ministre de l'Éducation, quelle place ferez-vous à la culture à l'école? Comme si il était acté, il était acquis que ce n'est plus le problème de l'école. Et là, est-ce qu'Emmanuel Macron, en cela, peut vous rassurer? Est-ce que vous estimez qu'effectivement, il donnera une plus grande place à la culture? Et quand vous voyez, je ne sais pas si vous la connaissez, la nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui est une directrice de maison d'édition, et pas des moindres, la directrice d'Actes Sud, qui est à la tête du ministre de la Culture. Ça, c'est bien. C'est un bel apport de la société civile. Oui, je pense d'ailleurs que les personnalités de la société civile, de son gouvernement, étaient bien choisies. Ce n'est pas un gouvernement matu vu, ce n'est pas des gens simplement qui ont réussi, c'est des gens qui ont témoigné d'une compétence extrême, qu'il s'agisse de la ministre de la Culture, très grande éditrice, qu'il s'agisse de la ministre de la Santé ou de la ministre du Travail. Donc ça, c'est un bon signe. Ministre de la Santé, je le rappelle, qui est professeur, qui est hématologue, oui. Et ministre du Travail, qui est une ancienne du privé chez Danone, chez Dassault notamment, qui a travaillé ensuite dans les collectivités territoriales. Directrice des ressources humaines à Danone, et d'après ce que je crois savoir, c'est une des entreprises les plus sociales du paysage français. Pour revenir à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le problème d'ordre civilisationnel en France, vous savez qu'il y a de nombreux Français qui aujourd'hui disent « mais tant mieux qu'on ne parle plus de tout ça, de l'identité française, de l'islam, du voile, tant mieux si ce qui était devenu une priorité nationale avec Marine Le Pen, avec Nicolas Sarkozy ne l'est plus ». Ça veut dire finalement que les priorités nationales peuvent être à géométrie variable? Non. Le problème, je parlais de l'antifascisme, le problème c'est que on a voulu dresser un cordon sanitaire, non seulement autour d'un parti né sous les auspices, c'est vrai, du pétainisme et même de la collaboration, mais aussi autour des thèmes que ce parti soulevait. Puisque le Front National dit qu'il y a un problème de migration en France, on dit bien non, il ne faut pas se laisser contaminer par le monstre, on dit il n'y a qu'un problème de racisme. Vous me citiez Georges Bensoussan. Écoutez, vous êtes journaliste. Comment se fait-il que ce soit par un livre écrit, rédigé par des professeurs, qu'on ait appris qu'il y avait des territoires perdus de la République et même de la nation, des territoires où sévissaient la misogynie, la francophobie et un antisémitisme de nature tout à fait différente de celui qu'on était habitué à combattre. Et ça a recommencé avec son dernier livre en 2016. Il n'a pas été écrit par des professionnels de l'information, mais par des professeurs, par des policiers, par des médecins. On avait reçu les auteurs. Oui, justement. Alors, mais justement, Elisabeth Badinter, dans la préface qu'elle écrit, dit « Le déni de la réalité est un cancer » et elle dit ceci « Une seconde société tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant explicitement le séparatisme, voire la sécession. » La grande question, si vous voulez, c'est celle de la désintégration française. Et ce n'est pas parce qu'on l'oublie, on ne la traite pas, qu'elle n'existe pas. Il faut la regarder en face et la traiter. Et moi, ce qui m'inquiète dans la campagne d'Emmanuel Macron, c'est qu'au lieu
de nous dire voilà par quels moyens je vais reconquérir ces territoires perdus, il n'a cessé de vouloir les séduire. Alors vous disiez tout à l'heure, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a une vision économique du monde. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'économique, la résorption du chômage, la relance industrielle aident à résoudre un problème d'ordre civilisationnel? Elle peut aider, mais bien entendu qu'elle ne suffit pas. Il y a un choc des cultures et la France, pour rester hospitalière, doit réaffirmer les règles de l'hospitalité. Nous recevons, c'est-à-dire que nous offrons une expérience partagée, une culture aux nouveaux arrivants. Je suis enfant moi-même d'immigrés, j'ai bénéficié de cette intégration. Or, vision économique du monde, je vais vous donner un exemple très intéressant. Ce sont les investitures de la République En Marche, c'est bien son nom. Ils ont cherché à recruter le président du club de rugby de Toulon, Boudjelal, je crois. Mourad Boudjelal. Dont le fait d'armes, dont l'exploit majeur est d'avoir, si vous voulez, contribué à l'emprise définitive et fatale du sport business sur le rugby. Il a fait aussi de la bande dessinée, oui. Il a eu un vrai succès bien sûr, mais il a surtout fait autour ça. de la bande dessinée et du rugby. Il a très bien réussi économiquement. C'est quelqu'un qui a réussi. En contribuant vraiment à la destruction du rugby. Et l'investiture a été refusée. Non, c'est lui qui n'a pas souhaité y aller. Oui, pardon, Malek Bouti. À Malek Bouti, qui est un emblème, si vous voulez, de l'intégration, de la lucidité, etc. Non seulement elle lui a été refusée alors qu'il avait l'humilité de la demander, mais ils ont présenté un candidat contre lui. C'est-à-dire que dans le progressisme de version Macron, il y a place pour toute une partie de la gauche, mais pas pour la gauche laïque et républicaine. Valls est humilié et Malek Bouti est rayé des cadres. Pour moi, c'est un signe très inquiétant. Parlons de la nomination du gouvernement. Elle vous convient, hein, vous le disiez tout à l'heure. Ce qui vous agace en revanche, c'est l'obsession de la parité homme-femme. Non, elle me convient, si vous voulez. J'aurais aimé quand même une autre orientation générale, mais je pense que avec le cadre qu'il s'était fixé, Macron a fait le meilleur des choix possibles. Mais la parité homme-femme, sur la parité, je vous dirai aussi pourquoi elle me convient. Non. D'abord, je pense personnellement que la parité est une humiliation pour les femmes. Vous êtes présente ici, sur ce plateau, sans doute, je crois, parce que vous êtes une très bonne journaliste. Si on vous dit il fallait assurer un certain quota de femmes, vous serez légitimement blessé. Moi, je pense que on doit choisir un gouvernement en fonction exclusivement de la qualité, de la compétence, du programme vous dites que les ministres doivent proposer. Une femme compétente avec ou sans parité aura sa place. Le problème, c'est que des hommes incompétents ont leur place sans la parité. Voilà. Mais ça, c'est très dommage. Mais ce que je n'aime pas, c'est, vous voyez, le problème de la politique ne se réduit pas simplement aux politiques. Les journalistes ont un rôle à jouer qu'ils ne jouent pas nécessairement. Pendant la campagne, les affaires communes ont parasité et même les affaires communes ont été parasitées et même remplacées par les affaires judiciaires. C'était Fillon. Mais ça, les journalistes s'en réjouissaient, s'en gargarisaient même, parce que certains d'entre eux ne rêvent que d'un nouveau Watergate. Se faire un futur président de la République, c'est pour certains d'entre eux, c'est excitant. Et là, j'ai entendu, si vous voulez, un journaliste interrogé pour son premier interview radiophonique, Édouard Philippe, le nouveau ministre. Patrick Cohen sur France Inter. Oui, et il était obligé de se justifier du seul fait que, certes, la parité était respectée, mais il n'y avait pas assez de femmes dans les ministères régaliens. Parlons un peu des affaires communes quand même. Alors, on va parler de la politique. Vous dites que la politique abandonne l'école, la nation, la laïcité, la culture. Doutez-vous que ce gouvernement reprenne en main ces grands sujets? Parlons de l'école d'abord. Donc, Jean-Michel Blanquer, qui est un professionnel reconnu, directeur de l'ESSEC, il a été 2 fois recteur, il a été numéro 2 de Grenelle, de la rue de Grenelle. Hier, Luc Ferry, qui était à votre place, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, disait « Najat Vallaud-Belkacem
totalement incompétente, la pire ministre de l'histoire de la République. Partagez-vous son opinion ou c'est exagéré? Ce n'est pas l'incompétence qui me frappe, c'est l'idéologie. C'est l'idée, si vous voulez, que l'école n'étant plus là pour faire reculer les ignorances, mais pour faire reculer les inégalités, on va en quelque sorte marginaliser la culture générale parce qu'elle avantage les héritiers. Voilà. Et donc, c'est l'idée aussi qu'il s'agit d'épanouir les élèves, de les amuser en apprenant, et on a multiplié les enseignements pratiques interdisciplinaires absurdes au détriment d'un certain nombre d'apprentissages absolument nécessaires. On n'enseigne plus la grammaire. La langue française est dans un état catastrophique. Ouais, l'une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, je ne suis pas satisfait par l'opposition progressiste conservateur, c'est parce que il y a des choses à sauver. J'ai été frappé à retardement par la vérité d'une phrase célèbre maintenant de Camus dans son discours au Nobel de 57. Notre génération, la tâche de toutes les générations, c'est de refaire le monde. La tâche de la nôtre, c'est d'empêcher qu'il ne se défasse. Et la langue se défait, les paysages s'en laidissent. De tout cela, il faut avoir conscience. Et le rôle de l'homme politique, c'est d'aider à rendre le monde plus habitable. Pour le rendre plus habitable, il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a des choses qu'il faut préserver. Le problème de Macron, c'est qu'il ne... Ce n'est pas l'habitabilité son critère, c'est la fluidité. Et ça m'inquiète un peu. Alors, abandonne l'école, la nation, la laïcité, la culture. La laïcité, je sens que je vais réarmer votre énervement. Vous avez écrit que la laïcité française ne devrait pas être négociable. Or, un membre de gouvernement a écrit « Interdire le voile islamique est contraire à la laïcité ». Vous savez de qui il s'agit? Non. Il s'agit de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité des hommes et des femmes. C'était une tribune qu'elle a écrite au Huffington Post en 2014. Oui, mais je pense que... Si vous voulez, au lendemain de l'élection présidentielle, il y a eu sur TF1, je crois, un grand reportage de la campagne, concernant la campagne de Macron depuis 5 mois. Et là, j'ai été vraiment, non seulement inquiet, mais affolé, parce que j'ai vu une petite bande de start-upers tout excités à l'idée de faire une belle OPA sur la France. Et là j'ai pensé vraiment, on est foutu. Mais pour revenir à Marlène Schiappa, mais justement, je crois qu'elle en fait partie. Alors elle... Complète son propos, je vous dis la suite. Interdire le voile, c'est le reconnaître comme signe religieux, donc reconnaître une religion. Interdire le voile à l'école est donc contraire à la loi de 1905. Interdire aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires de leurs enfants relève ni plus ni moins de l'islamophobie. Comment vous démontez cette démonstration? Je pense que c'est une aberration totale. Pascal Bruckner a eu tout à fait raison de dire que l'islamophobie était un racisme imaginaire. Au nom du combat contre l'islamophobie, on s'interdit toute réflexion critique sur l'islam et on s'interdit même d'intégrer les musulmans à la société française. Au nom du combat contre l'islamophobie aussi, on en vient à annuler des spectacles tirés du dernier livre de Charb, aussi bien à Lille qu'à Avignon. C'est-à-dire, on en vient à extirper l'esprit du 11 janvier. C'est une catastrophe. Ces propos me semblent absolument scandaleux. Je ne crois pas... de la position d'Emmanuel Macron. Hein, ce n'est pas la position d'Emmanuel Macron, et je ne crois pas que ce soit la position de l'actuel ministre de l'Éducation. Donc, mais en revanche, ce que Emmanuel Macron a dit, c'est qu'il voulait introduire la discrimination positive. Je crois que ça va
aggravé le climat d'amertume sociale, le sentiment d'abandon de ces Français qui éprouvent une angoisse existentielle et une insécurité culturelle. Je crois que c'est contraire à notre tradition républicaine. Voilà pourquoi je souhaiterais que celle-ci soit mieux représentée au gouvernement. À votre sujet, le député socialiste Pascal Cherki a récemment déclaré « Il m'aime pas celui-là ». Si Finkielkraut n'était pas juif, il serait porte-parole du Front National. Que lui répondez-vous? Il s'est excusé. Ce sont des propos absolument effrayants. Et c'est typique, si vous voulez, de, du délire d'un certain antifascisme contemporain. Je précise ma question, pardonnez-moi. Ce sont les idées du Front National qui vous effraient ou sa dirigeante que vous avez, que vous jugez mauvaise? Je suis effrayé par les idées du Front National, mais je ne vais pas répétant sans cesse qu'avec le Front National, c'est Hitler qui est aux portes du pouvoir. Et quand Cherki dit cela, il dit que pour ne pas être contaminé par le monstre, il ne faut pas traiter les problèmes qu'il traite. Donc, au nom de la lutte contre Marine Le Pen et ses idées, c'est Bensoussan qu'on censure. Georges Bensoussan, l'auteur comme précisément, moi, je réfléchis à partir de ce que j'ai lu, eh bien, comme lui, je suis rangé dans le camp des fascistes et des racistes. Il nous reste 30 secondes. Je vous pose une dernière question. Vous voterez dans 3 semaines aux élections législatives. Avez-vous envie de donner une majorité à Macron? Ça, c'est une. Je ne sais pas très bien quoi vous répondre. J'aurais aimé, en tout cas. Oui, il vaudrait mieux qu'il ait une majorité. Vous allez voter République en marche ou les Républicains? Ça, je vais voir dans ma circonscription, si vous voulez. Le problème, si vous voulez, c'est que l'opposition qui se met en place n'est pas non plus à la hauteur de la mission qu'elle devrait s'assigner. Elle devrait avoir le courage d'un certain patisme, non pas le maintien des privilèges, non pas le choix de l'immobilisme, mais précisément, elle devrait représenter l'inquiétude formulée par Camus, formulée par d'autres auteurs comme Orwell. Or, malheureusement, elle n'est pas du tout à la hauteur de la mission qui devrait être la sienne. Ça, c'est pour les Républicains. C'est ce que disait Luc Ferry aussi, un programme édulcoré. Alain Finkielkraut, très